on a en ligne un directeur général de l'aviation civile, Damien Cazet, qui nous fait l'honneur de s'adresser à nous pour quelques minutes concernant la situation de l'aviation civile et la coopération et les relations avec l'Académie de l'air et de l'espace. Donc Damien, you have the floor. Thank you, Michel. Si vous le permettez, je vais parler en français, ce qui sera plus facile. J'espère que vous m'entendez. Je ne sais pas exactement combien vous êtes, où vous êtes. Michel m'a dit que vous étiez au Capitole. J'aurais voulu être avec vous aujourd'hui. Malheureusement, je devais être au congrès de l'UAF. Et là, aujourd'hui, je suis auprès d'une association qui est bien en peine, qui est l'association des spectacles aériens, qui a besoin de soutien dans cette période agitée pour l'activité aéronautique. Donc merci de me faire l'honneur de pouvoir m'exprimer aujourd'hui. Je vais être très bref et je vais aborder, si vous en êtes d'accord, 3 points. Je voudrais d'abord vous parler de la façon dont on voit la crise à la DGAC et les différentes formes que prend cette crise. Deuxièmement, je voudrais vous parler très brièvement aussi de la façon dont on doit envisager la transition écologique s'agissant du secteur aérien, sans être trop pompeux, alors que vous connaissez bien mieux ce sujet que beaucoup d'entre nous. Et puis troisièmement, je voudrais parler aussi de la façon dont on travaille déjà avec l'Académie et dont on doit renforcer ces liens. Alors d'abord, la crise, je le disais hier devant des parlementaires qui font une enquête transcourant sur la crise aéronautique, je dirais qu'elle est, cette crise, elle comprend plusieurs formes qui se surajoutent. Je vais peut-être enchaîner des banalités, mais je voudrais vous dire aussi par ce biais-là que vous faire comprendre aussi notre difficulté à la gérer. Il y a évidemment la crise sanitaire qui se double d'une crise économique, qui ne se double pas, pour l'instant en tout cas pas en France, d'une crise sociale, mais c'est quelque chose qu'on doit toujours aussi anticiper, rien n'est sûr, surtout si cette crise devait se prolonger durablement. Il y a cette crise sanitaire, elle fait, ce qui est un élément nouveau, je pense, c'est qu'elle fait que les règles de circulation aéronautique sont dictées, en tout cas commerciales, sont dictées par des considérations sanitaires et par les autorités sanitaires. On en a eu une illustration ce matin avec l'interruption des vols avec l'Afrique australe qu'on est en train de mettre en place et qui fait que toutes les autorités européennes, le petit doigt sur la couture du pantalon, sont en train de s'exécuter avec des considérations qui sont des considérations sanitaires qui ne nous revient pas de contester, mais qui font qu'on est vraiment sous influence sanitaire et ça risque de durer. On a des effets de yo-yo très désagréables, je ne vais pas vous les rappeler, mais on est passé d'un optimisme au début du printemps, un fort optimisme à la fin du printemps, et puis maintenant un début de pessimisme au début de l'hiver avec la crise qui se renforce en Chine, et maintenant ce nouveau variant qui fait que cette crise sanitaire économique, elle pourrait perdurer, et je ne sais pas quelle sera la résilience des acteurs si on devait avoir des soubresauts qui feraient que leur compte serait durablement impacté. Elle se double aussi, cette crise, évidemment, d'une crise écologique qu'il avait un peu anticipée, mais qui fait que la prise de conscience a été très profonde, très réelle depuis 2019, depuis 2020. Alors, beaucoup de choses avaient déjà été faites avant, mais je crois que cette crise sanitaire, elle a été l'occasion aussi d'accrocher des marqueurs et de faire en sorte que les efforts qui sont fournis soient tournés aussi vers cette transition-là. On a enfin et je reviendrai après sur ces 3 points. On a enfin, sur ces 2 points, on a enfin, je crois, il ne faut pas le négliger, une mutation, on ne peut pas parler de crise, mais en tout cas une mutation forte technologique qui fait que la numérisation va encore impacter fortement le secteur. Il y a beaucoup de projets qui sont en jeu. On vient de parler de drones, de VTOL. On parle aussi en matière de contrôle aérien, d'informatisation, d'automatisation de la liaison aussi avec les aéronefs. C'est quelque chose sur lequel la France est très en retard. C'est aussi la notion de smart airport qui nous ouvre des possibilités infinies du point de vue des passages à l'aéroport.
et sur lequel on a encore beaucoup à faire, et on a tous ces développements. Je voudrais dire aussi par ailleurs que, au-delà de ces crises, on a par ailleurs la nécessité de gérer des différentes priorités qu'on doit toujours garder à l'esprit. L'impératif de sécurité, qui évidemment fait que je pense que rien ne serait plus mortifère pour le secteur que d'avoir une catastrophe à fort retentissement public qui ferait que, évidemment, dans le contexte actuel de mise en cause du secteur, ça prendrait une ampleur démultipliée. En matière de sûreté, la menace n'a jamais été aussi élevée, et les mesures que l'on prend, les informations dont on dispose, a fortiori avec la prise en compte du risque cyber, font qu'on doit être extrêmement attentif. Par ailleurs, on est dans un pays qui continue à vivre, à croître, à avoir un impact historique de certaines décisions comme le Brexit, et qui fait que si vous prenez les aéroports, eh bien, on a outre-mer une volonté de développement qui est très forte, on a des zones régionales qui sont en complète restructuration, on a des besoins auxquels il faut satisfaire. Bref, on doit continuer à respirer, à vivre, malgré cette crise qui impacte durablement le secteur. Alors, ce qui me paraît en revanche important d'avoir à l'esprit pour essayer de gérer cette complexité, et on le fait tous, quelle que soit la spécialité dans laquelle on s'exerce, c'est d'abord, je pense qu'il faut qu'on garde la tête froide, et le fait que même si on est dans une perspective de sortie de crise, on n'en connaît pas le terme. Il faut maintenant être dans une disposition d'esprit qui soit celle de vivre avec cet impact sanitaire. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, tous les acteurs économiques ont été profondément impactés par la crise économique. Les comptes sont déstabilisés. L'État, qui a été au rendez-vous en Europe comme dans d'autres parties du monde, la plupart des parties du monde, le contribuable a fortement financé. Néanmoins, les comptes devront se rétablir. Et ils le font déjà un peu, mais il faudra qu'on soit extrêmement vigilant au fait que l'ensemble de la chaîne rétablisse ses comptes, rétablisse ses équilibres de façon coordonnée, en abandonnant la tentation mortifère de vouloir se rétablir avant les autres. Et de ce point de vue-là, la puissance publique ne doit pas faire exception. Je pense notamment au contrôle aérien français qui doit mesurer ces augmentations de prix, même si tout cela est encadré au niveau européen. La troisième chose, c'est que évidemment, cette crise est l'occasion d'opportunités pour ceux qui sont les cavaliers clandestins, les chevaliers noirs, qui ont toujours profité des interstices que nous offre le libre marché pour essayer de tirer leur épingle du jeu. Et ça, c'est un point de vue très préoccupant qu'on partage avec les États-Unis, le bloc nord-américain, qui fait que la crise sanitaire, la crise économique ou la transition écologique sont autant d'opportunités pour les compagnies, pour les industriels étrangers, pour aller conquérir de nouveaux marchés, jouer avec la réglementation. Et là-dessus, il faut qu'on soit clair, conscient que même si on doit avoir un effet d'entraînement, eh bien, il faut qu'on soit très vigilant, très exigeant par rapport au respect d'une concurrence qui soit loyale. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est vous parler très brièvement de la crise climatique. Alors là-dessus, je serai très bref, mais je voudrais simplement rappeler que cette transition écologique, d'abord, elle frappe de plein fouet le secteur, mais je constate, et je le disais encore cet après-midi auprès des organisateurs de spectacles aériens, et souvent qui sont des amateurs par ailleurs d'aviation légère, cette crise écologique, elle n'a pas conduit à une fracturation du secteur. Il n'y a pas eu de guerre des anciens et des modernes qui s'organisent. Ça n'a pas toujours été le cas pour certains autres secteurs qui se sont vus, je pense à certains secteurs industriels comme l'automobile ou comme l'agriculture qui s'est fracturée depuis 20 ans même à avoir des scissions au sein des organisations professionnelles qui ont été mortifères, puisqu'on a vu que les oppositions se exacerbaient et que finalement on a eu un combat entre anciens et modernes qui fait le délice de ceux qui sont les opposants à ce secteur. On ne l'a pas en matière aéronautique, c'est heureux, il faut le préserver, il faut qu'on continue à avoir un alignement de l'ensemble des acteurs dans cette transition écologique, avec évidemment des codicilles ou des prérequis qui sont la nécessité d'avoir un accompagnement, y compris financier, la nécessité d'avoir du temps, la nécessité aussi d'avoir
des conditions de concurrence qui soient loyales, et puis la nécessité aussi d'avoir un effet d'entraînement sur le reste du monde, mais aussi une claire vision sur le fait que nous ne devons pas être naïfs. Nous sommes dans un secteur économique extrêmement concurrentiel, et il ne faut pas que tout cela se fasse au détriment de nos positions économiques. Donc ça, c'est quelque chose qui est, je crois, essentiel à rappeler. Alors après, vous le savez, beaucoup a été investi en matière de construction aéronautique. Il y a cette hésitation qui, en fait, il faut largement dépasser entre la solution des biocarburants ou la solution de l'hydrogène, ce qui me paraît plus essentiel de rappeler, parce que, en fait, cette hésitation, un, on n'a pas à la trancher tout de suite, et deux, elle est réductrice, puisque, en fait, les solutions se portent sur des créneaux qui sont différents. Je pense aussi que concernant les biocarburants ou les carburants de synthèse, il y aura d'autres sujets qui sont les sujets de réglementation, qui ne sont pas tranchés, qui sont âpres à mettre en place. Il y a par ailleurs, toujours en matière de carburant, la solution, les questions de mise en place de structures industrielles, d'approvisionnement, de sécurité, de concurrence avec d'autres secteurs économiques. Donc, la solution est certes intéressante, elle est, je crois, incontournable pour une partie des créneaux de l'aviation, mais en revanche, elle pose d'autres questions qui dépassent largement le secteur aéronautique. Deuxièmement, la solution de l'hydrogène, vous le savez, c'est une question à la fois technologique, mais c'est aussi une question d'investissement aéroportuaire, c'est une question de concurrence avec d'autres secteurs, de production d'énergie, puis c'est aussi une question de réglementation qui verra certainement s'opposer les deux blocs transatlantiques au sein de l'OACI. Votre président le sait mieux que tout autre, c'est quelque chose qui sera une bataille à la fois juridique, mais aussi une bataille industrielle qui sera livrée dans les années qui viennent. Enfin, il y a la question de la régulation du trafic, et c'est aussi une solution sur laquelle l'État doit agir et sur laquelle la DGAC notamment doit prendre sa part. Et je dois dire que de ce point de vue-là, même si nous avons des contrôleurs d'extrêmement bonne qualité, bonne formation, bon sens du service public, en revanche, les outils qui sont mis à disposition sont, je crois, en retard, et on doit accélérer les mutations en ce domaine avec une accélération des investissements pour avoir des outils performants, automatisés, qui permettent une liaison avec le bord qui soit numérisée et qui permettront in fine d'avoir un ciel unique qui sera peut-être pas le grand ciel libéral que souhaitent certains, mais en revanche un ciel qui permette d'avoir plus de routes directes. Et de ce point de vue-là, dès le mois de décembre, nous aurons un free route qui sera largement accru. Vous le voyez, cette transition écologique, je le synthétise à grands traits, elle ouvre différentes perspectives, ce qui veut dire qu'on a à la fois des sujets de réglementation, on a des sujets fiscaux, on a eu beaucoup d'imagination dans ce domaine, on a des sujets qui sont locaux, européens et mondiaux. Je voudrais simplement dire quelles sont mes préoccupations. D'abord, il faut que les systèmes qui sont mis en place, notamment les systèmes fiscaux, soient à la fois applicables, d'une part, et deuxièmement, progressifs dans leur mise en œuvre. Je pense que de ce point de vue-là, la mise en œuvre du paquet Fit for 55 de la Commission est une bonne direction. Néanmoins, il faut être sûr que d'abord tout le monde l'appliquera, que deuxièmement, la superposition de textes du dispositif fera qu'on pourra trouver les carburants qui vont bien. On pourra aussi appliquer les différentes dispositions de façon réaliste. Et enfin, que certains ne profiteront pas à l'étranger pour jouer encore une fois, des interstices de la réglementation qui seraient offerts. Deuxièmement, cette transition écologique, elle doit justifier de prendre des mesures européennes, mais il faudrait se garder une sorte d'angélisme qui ferait que, certes, nous jouerions notre carte d'entraînement sur le reste du monde, et la place prédominante qu'occupe l'industrie aéronautique européenne justifie qu'on ait cet effet d'entraînement, mais ne soyons pas naïfs et ne soyons pas non plus satisfaits d'efforts qui seraient fournis ici en Europe ou en Amérique du Nord, mais qui seraient contrebalancés par des postures, des pratiques qui seraient
très en retrait dans le reste du monde. On doit jouer cet effet d'entraînement. Cet effet d'entraînement ne doit pas conduire non plus à une opposition entre monde développé et monde en développement, mais c'est là que va être la véritable difficulté, c'est de faire en sorte de pouvoir à la fois fournir des efforts peut-être supérieurs aux autres, mais de ne pas non plus décrocher par rapport au reste du peloton, sinon on aura tout perdu. Donc vous voyez, c'est quelque chose d'extrêmement enthousiasmant. Les échéances, elles sont proches. On a à la fois la présidence française le semestre prochain, et puis ensuite on embrayera directement sur le sommet de l'OACI, l'Assemblée générale qui aura lieu à l'automne. Ce sera la façon à la fois de peut-être de s'opposer avec les États-Unis sur certains sujets industriels. Ça sera certainement le cas, mais ça sera aussi une façon, un moment aussi de se réunir, parce que ce qui nous réunit est largement supérieur à ce qui doit nous opposer. Vous voyez, on est dans un secteur qui est en pleine mutation, qui est très challengé, qui est très inquiet, qui est très observé, qui doit rendre des comptes aux contribuables, à l'opinion publique, aux hommes politiques, aux ONG. Bref, on est dans un moment passionnant. Alors, dans ces moments passionnants, il faut qu'on joue aussi à la fois les cartes collectives, mais gardons-nous d'un unanimisme qui serait fatal. Dans ces périodes de mutation, il faut qu'on puisse à la fois faire parler toutes les voix qui permettent d'éclairer les débats, et deuxièmement, montrer au reste du monde que les choix qui sont faits, les mutations qui sont engagées, ce sont des mutations qui permettent d'avoir l'ensemble des facettes d'un monde démocratique, c'est-à-dire des opposants, des gens qui sont pour, des gens qui poussent, des gens qui freinent, mais surtout la liberté du débat, la liberté d'expression et un éclairage qui permet d'envisager toutes les solutions, d'envisager toutes les difficultés et de faire en sorte que toutes les solutions soient examinées, challengées, controversées. Je le dis parce que je voudrais citer deux exemples qui, à mon avis, sont éclairants. Je pense d'abord ce qui se passe dans nos écoles de formation. Ceux qui rejoignent le secteur aéronautique le font en représentant l'ensemble de la diversité de la population française. Les lieux d'enseignement sont des lieux de liberté, d'éducation, de liberté intellectuelle, et il faut qu'ils puissent s'y exprimer comme ils le souhaitent, évidemment dans le respect à la fois du calme qui doit exister dans ces lieux d'enseignement, mais aussi dans le respect aussi de la vérité scientifique, ou en tout cas du respect des règles propres aux sciences. Et ça, je pense que les débats qui ont eu lieu notamment dans les écoles toulousaines doivent nous éclairer sur le fait que nous devons offrir à ceux qui rejoignent les rangs tant de la formation que de l'industrie ou de l'administration, doivent avoir le sentiment qu'ils rejoignent un lieu où on participe à l'effort de mutation plutôt qu'un lieu qui serait en frein par rapport à ces mutations, en tout cas qui interdirait le débat. Il faut que chacun s'y sente à l'aise parce que, encore une fois, sinon ceux qui ne viendraient pas rejoindre les rangs des écoles finiraient par venir s'enchaîner à leur grille, et là, ce serait un exemple mortifère. Deuxièmement, les débats qui ont lieu, et ça me permet d'aborder rapidement le troisième point, c'est-à-dire les relations avec l'académie. D'abord, la meilleure chose que puisse faire l'académie, c'est d'exister et de remplir son rôle, lieu de débat, d'échange, d'opposition. C'est ce qui fait la richesse, encore une fois, des lieux démocratiques. C'est ce qui a fait la richesse et la fortune de l'Occident. C'est important que vous challengiez, que chacun puisse s'exprimer. Et encore une fois, il n'y a pas de doxa. La meilleure chose qu'on puisse faire, c'est d'accepter le dialogue. Je pense que tout le monde en est d'accord. Et la meilleure chose que puisse rendre, le meilleur service que doit rendre l'Académie, c'est évidemment de nous aider à organiser ce débat, à l'éclairer, pas dans un lieu unique, mais en tout cas avec une autorité qui sont celles des sages que vous êtes. La deuxième chose, c'est que dans ces moments de mutation, on a à la fois besoin de débat, on a aussi besoin d'imagination. Et là, il faut faire preuve d'initiative, de propositions. Je voudrais en citer plusieurs qui émanent de chez vous et qui font qu'elles sont reprises au niveau gouvernemental. Et encore une fois, je voudrais remercier votre président qui, de ce point de vue-là, depuis le début de la crise, a été source d'inspiration en se faisant
par ce biais le porte-parole de vos initiatives collectives. Je pense à la nécessité d'avoir une forme de lieu d'expertise sur les données qui permettrait d'objectiver le débat, de renseigner les échanges. Et de ce point de vue-là, le ministre a pris une initiative qu'il rendra publique dès le mois de décembre. Les invitations ont été rendues et je voudrais vraiment remercier Michel pour l'initiative qu'il avait prise en nous suggérant d'aller dans cette voie. C'est quelque chose d'extrêmement important et c'est quelque chose qui, je crois, sur lequel on pourra s'appuyer dans les années qui viennent. La deuxième chose, c'est de prendre acte au niveau international de l'engagement entier du secteur sur la voie de la transition écologique, qui doit être, je crois, maintenant un nouveau support des accords de Chicago. Et là-dessus, encore une fois, vous avez fait des propositions qui sont extrêmement riches, en tout cas, qui éclairent et qui pourront éclairer la présidence française de l'Union européenne. La troisième chose, c'est un risque sur lequel on a beaucoup échangé aussi avec certains d'entre vous, c'est le risque cyber, qui est un risque pour lequel la menace est avérée, très présente, et sur lequel nous allons prendre des initiatives. Nous l'avons déjà fait avec les industriels. Nous ne cherchons pas à communiquer, parce que là-dessus, il faut être prêt, mais en revanche, communiquer le moins possible. Mais en tout cas, c'est des points sur lesquels nous avons déjà lancé des actions. Donc, vous le voyez, votre principal rôle, c'est d'abord d'exister comme lieu de dialogue, comme lieu de débat, et deuxièmement, de nous faire des propositions, de faire en sorte qu'on puisse reprendre celles qui nous paraissent les plus pertinentes au niveau de l'État ou au niveau des industriels pour celles qui les concernent. Je voudrais dire enfin, je vais profiter de l'audience qui m'est offerte ce soir pour vous dire la grande chance que nous avons d'avoir Michel Wackenheim, que j'ai connu depuis 15 ans pour son extrême expertise, sa sagesse, sa connaissance du milieu et le fait que c'est un homme de dialogue. Je te le dis, Michel, c'est une grande chance que nous avons et que dont nous devons profiter, non pas pour nous congratuler, y compris publiquement, pour faire en sorte, en tout cas, que nous continuions à nous dire les choses franchement et faire en sorte que de ces échanges naisse le meilleur pour un secteur qui en a le plus grand besoin. Merci beaucoup. Merci Damien pour cette déclaration, cette présentation extrêmement claire et extrêmement politique, car on a quand même besoin dans notre monde d'introduire de la politique, c'est-à-dire de la vision sur le long terme. Je voudrais également indiquer que aujourd'hui, effectivement, nous nous efforçons d'apporter notre contribution d'abord aux autorités en France, parce que c'est la géographie et le fait que le siège de l'Académie soit à Toulouse, mais nous allons nous efforcer et nous développer dans les mois à venir, avec le concours de tous les membres et les experts de haut niveau que nous avons, aussi des actions similaires et dans le même sens, évidemment, vis-à-vis des autres pays, car nous avons une ambition européenne, ça a été encore dit ce matin par un de nos membres. Nous voulons aussi travailler avec les autres États, et ça facilitera un peu la tâche d'ailleurs de tout le monde, y compris des gouvernements et des représentants des États. Voilà. Donc nous poursuivons nos travaux dans le sens qui a déjà été indiqué. J'ai noté un point qu'il va falloir peut-être que l'on approfondisse, c'est l'aspect cyber, parce que c'est effectivement un sujet très important, et le fait que la DGAC et le ministère des Transports en France se préoccupent de cet aspect-là, et peut-être la première question est de savoir qu'est-ce qu'on fait en cas d'attaque cyber avec un impact important sur nos centres opérationnels ou nos opérateurs. Donc il y a peut-être encore, là, on ouvre de nouvelles perspectives. Voilà, je ne sais pas si Damien nous écoutait toujours, mais enfin en tout cas... Tout à fait. Oui.
Voilà, et je crois que nous avons fait le tour de cette séquence et je te remercie beaucoup d'avoir accepté cette intervention qui permet aussi d'éclairer tous nos membres qui sont aujourd'hui présents au Capitole de Toulouse. Merci encore, Damien. Merci, bonne soirée, bonne fin de travail.